À sa fête, ma mère a ri et a dit, « Tu n'auras pas un centime. Tu as toujours été une déception. » J'ai siroté ma boisson et j'ai répondu, « Ce n'est pas grave. Je suis quand même venu pour fêter ça, et pour t'annoncer que je déménage définitivement à l'étranger. » Soudain, son sourire a disparu. Le champagne avait un goût de luxe. Il fallait faire confiance à ma mère, Patricia Andry, pour ne servir que le meilleur à la célébration de son 60e anniversaire. La salle de bal qu'elle avait louée au Riverside Country Club scintillait de lustres en cristal, et les tables étaient drapées de soie crème. Environ 200 invités se mêlaient, riant à ses blagues, et la félicitant pour une vie bien remplie. Je me tenais près du bar, sirotant mon deuxième verre de champagne, et je la regardais tenir sa cour, telle la reine qu'elle s'était toujours imaginée être. Ma sœur aînée, Vanessa, est passée près de moi dans une robe bleue poudrée, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle ne m'a pas adressé la parole. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans, pas depuis que j'avais refusé de mentir à son mari sur l'endroit où elle se trouvait, un certain mardi soir. Certaines trahisons sont impardonnables dans des familles comme la mienne. La vérité en fait partie. Bertha. La voix de ma mère a résonné à travers la pièce. Elle m'a fait signe de la rejoindre, d'une main parfaitement manucurée. J'ai posé mon verre et je me suis dirigé vers son petit cercle d'admirateurs, ses amis du club de jardinage, ses partenaires de tennis, et ma tante Linda. Elles se sont toutes tournées vers moi, avec des regards mêlant pitié et dédain. Tout le monde, voici ma plus jeune fille, a dit maman, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Bertha travaille dans une petite association à but non lucratif. Que fais-tu encore, ma chérie? Quelque chose avec les sans-abri. Sensibilisation communautaire et défense du logement, ai-je répondu d'un ton neutre. J'avais appris il y a longtemps à ne pas mordre à l'hameçon en public. Comme c'est noble. Son rire était léger, calculé. Bien que je continue de lui dire qu'elle a gâché cette éducation coûteuse que je lui ai offerte. Elle aurait pu être avocate, comme le voulait son père, ou faire un bon mariage, comme Vanessa. Au lieu de ça, elle vit dans cet appartement horrible à Brooklyn, joignant à peine les deux bouts. Le cercle gloussa poliment. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, mais je gardai une expression neutre. Maman prit une longue gorgée de son martini. Vous savez, nous discutions justement de la planification successorale. Linda posait des questions sur mon testament. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour toi, Bertha. Tu n'auras pas un centime. Elle marqua une pause pour l'effet, ses yeux brillant d'une lueur cruelle. Tu as toujours été une déception. Les mots restèrent suspendus dans l'air. J'avais entendu des variations de cette phrase toute ma vie. Mais d'une certaine manière, devant toutes ces personnes, à la célébration d'elles-mêmes, l'impact était différent. Peut-être parce que j'avais enfin cessé de m'en soucier. J'ai pris un verre de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, et j'ai bu une gorgée lente et délibérée. Les bulles piquaient ma langue. Tout le monde me regardait, attendant que je m'effondre, que je m'excuse, que je supplie. Au lieu de ça, j'ai souri. Ce n'est pas grave, ai-je dit calmement. Je suis quand même venu pour fêter ça, et pour t'annoncer que je déménage définitivement à l'étranger. Le sourire de ma mère se figea sur son visage. Quoi? Je déménage à Amsterdam. J'ai accepté un poste à la Coalition internationale pour le logement, directrice des opérations européennes. Je pars dans 3 semaines. La couleur quitta son visage. Tante Linda halta. Une des partenaires de tennis marmonna quelque chose sur la distance d'Amsterdam. Tu ne peux pas être sérieuse, dit maman, sa voix perdant sa légèreté affectée. C'est à l'autre bout du monde. C'est en fait à environ 3600 miles, ou quelque chose comme ça, ai-je répondu. J'ai vérifié. Mais qu'en est-il de? Je veux dire, quand est-ce que tu viendrais nous voir? J'ai haussé les épaules. Je ne suis pas sûr de le faire. Le poste exige de nombreux voyages. Je superviserai des projets dans 12 pays différents. Je doute d'avoir beaucoup de temps pour des voyages de retour au Connecticut. La main de maman trembla légèrement en posant son martini. C'est absurde. Tu fais ça pour me contrarier. En fait, je fais ça parce qu'ils m'ont offert 3 fois mon salaire actuel, une aide complète à la réinstallation, et la chance de faire une vraie différence à l'échelle internationale. Ton opinion sur moi n'a jamais été un facteur dans la décision. Soudain, elle ne souriait plus. Le masque qu'elle portait toujours en public se fissurait. Bertha,
ne sois pas imprudente. Nous devrions en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter. J'ai déjà signé le contrat. Mon appartement est sous-loué. J'ai dit au revoir à toutes les personnes qui comptent. J'ai jeté un regard au cercle. J'ai juste pensé que vous devriez le savoir, avant de le lire sur mon profil LinkedIn. Vanessa est alors apparue, ayant manifestement tout entendu. Tu pars vraiment? Comme ça? Comme ça, ai-je confirmé. C'est incroyablement égoïste, siffla ma sœur. Et maman? Et les obligations familiales? J'ai failli rire. Les obligations familiales? C'est un peu fort de café, venant de toi, Vanessa. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois? Ou est-ce qu'on fait toujours semblant que je n'existe pas, parce que je n'ai pas voulu couvrir ton infidélité? Son visage devint écarlate. Plusieurs amis de maman échangèrent des regards. Comment oses-tu, murmura Vanessa. J'ose parce que j'en ai fini, ai-je dit simplement. J'en ai fini de prétendre que cette famille est quelque chose qu'elle n'est pas. J'en ai fini d'être le bouc émissaire des dysfonctionnements de tout le monde. J'en ai fini d'accepter des miettes d'affection, alors que je n'ai fait qu'essayer de gagner votre approbation toute ma vie. Maman retrouva sa voix. Tu es dramatique. Tu as toujours été si sensible. Non, j'ai été raisonnable. Trop raisonnable. J'ai passé mon enfance à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, pourquoi Vanessa était l'enfant prodige et moi le problème, pourquoi l'attention de papa était toujours ailleurs, et pourquoi ton amour venait avec des conditions que je ne pouvais jamais remplir. Ton père et moi t'avons tout donné, lança maman, sa façade publique s'effondrant complètement. École privée, université, ce semestre à l'étranger. Vous m'avez donné des choses, ai-je interrompu. Des choses matérielles. Vous ne m'avez jamais donné la seule chose dont j'avais réellement besoin. Mais j'ai cessé de l'attendre. Tante Linda se racla la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité. Pas la peine, ai-je dit. Je pars de toute façon. J'ai prévu de dîner avec des amis, de vrais amis, qui se soucient réellement de moi. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis arrêté. Quelque chose m'a poussé à me retourner une dernière fois. Pour ce que ça vaut, maman, j'espère que tu passes un merveilleux anniversaire. J'espère que tu profites de ta vie parfaite, avec ta fille parfaite et tes amis parfaits du country club. J'espère que c'est tout ce que tu as toujours voulu. Bertha. Sa voix se brisa légèrement. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. J'en ai juste fini. Il y a une différence. Je suis sorti de cette salle de bal la tête haute. Mes mains tremblaient en attendant mon Uber, mais je n'ai pas pleuré. J'avais versé assez de larmes pour Patricia Andry. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de cartons, de paperasse, et de vers d'adieu avec les gens qui étaient devenus ma famille de cœur. Mes collègues m'ont organisé une fête dans notre bar préféré de Williamsburg. Mon meilleur ami, Marcus, m'a aidé à trier une décennie de possessions accumulées. Ma propriétaire, Madame Chen, m'a serré dans ses bras en pleurant et m'a fait promettre de lui envoyer des emails. Mon téléphone sonnait constamment. Maman a appelé 17 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Vanessa a laissé des messages vocaux de plus en plus hostiles, m'accusant de briser la famille. Je les ai supprimés sans écouter au-delà des premières secondes. Papa a finalement envoyé un texto, ta mère est très contrariée. On peut parler? J'ai répondu, on peut, mais ma décision est prise. J'espère que tu vas bien. Ce que personne ne semblait comprendre, c'est que cette décision mûrissait depuis des années. La fête d'anniversaire n'était que la goutte d'eau, le moment où tout s'est cristallisé avec une clarté parfaite. Mais les fondations avaient été posées bien avant cette soirée arrosée de champagne. J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris que j'étais différente de Vanessa, d'une manière qui comptait pour mes parents. Nous étions à sa remise de diplôme du collège, et maman a passé toute la cérémonie à rayonner de fierté. Vanessa avait maintenu une moyenne de B. Rien de spectaculaire, mais on aurait dit qu'elle avait gagné une bourse Rhodes, à voir la réaction de nos parents. Plus tard cette même semaine, j'ai ramené mon bulletin de notes, que des A, pour la 3e année consécutive. Maman y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête et a dit, c'est bien, ma chérie. Peux-tu mettre la table pour le dîner? Le schéma s'est poursuivi tout au long du lycée. Vanessa est entrée dans l'équipe de cheerleading en 2e année, malgré son niveau médiocre.
Papa a quitté le travail plus tôt pour assister à son premier match. J'ai rejoint l'équipe de débat en première année, et j'ai remporté le championnat de l'État en troisième année. Aucun d'eux n'a assisté à un seul tournoi. Trop occupé, disait-il. Des engagements professionnels. Les candidatures de Vanessa pour l'université demandaient de l'attention. Quand j'ai été admise à Princeton avec une bourse partielle, la première réaction de maman a été « Eh bien, ça va coûter cher. Es-tu sûr que tu ne serais pas aussi heureuse à l'université d'État ?» Vanessa avait choisi d'aller dans une petite université d'arts libéraux dans le Vermont, réputée pour ses fêtes et avec un taux d'admission de 60%. Ils ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité sans sourciller. L'université est devenue mon refuge. Loin des comparaisons constantes et de la hiérarchie tacite, je pouvais respirer. Je me suis plongé dans mes études, j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour sans-abri à 30 ans, et j'ai découvert une passion pour la politique du logement qui allait façonner ma carrière. Pendant 4 ans, j'étais juste Bertha. Pas la fille décevante, pas la sœur moins impressionnante de Vanessa, juste moi. Mais à chaque vacances, chaque été, je rentrais à la maison et je retombais directement dans les anciennes dynamiques. Vanessa régalait tout le monde avec les histoires du dernier événement caritatif de sa sororité, et maman buvait ses paroles. Je mentionnais le projet de recherche que je dirigeais sur les modèles de logement abordables, et papa changeait de sujet pour me demander où en était ma vie amoureuse. Quand je n'avais pas de petit ami à déclarer, il échangeait des regards significatifs avec maman, qui disait tout ce qu'il pensait. Après mon diplôme, j'ai déménagé à Brooklyn et j'ai commencé à travailler pour une petite association appelée Community First. Le salaire était embarrassant, à peine suffisant pour couvrir le loyer et les prêts étudiants, mais le travail avait du sens. Nous aidions les familles menacées d'expulsion, nous mettions les gens en contact avec des ressources, et nous plaidions pour des changements de politique au niveau de la ville. Ma patronne, Rita, était une femme portoricaine féroce d'une 50aine d'années, qui avait grandi dans les cités et avait financé ses études de droit. Elle a vu en moi quelque chose que ma propre famille n'avait jamais vu. « Tu iras loin, Bertha », m'a-t-elle dit lors de mon évaluation semestrielle. « Tu as la passion et l'intelligence. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » J'aurais aimé la croire complètement, mais la voix dans ma tête, celle qui ressemblait étrangement à ma mère, continuait de murmurer que je gaspillais mon potentiel, que j'aurais dû faire des études de droit ou de commerce, que aider les gens était noble mais financièrement insensé, et que je n'arriverais jamais à rien de significatif de cette façon. Pendant ce temps, Vanessa a épousé Robert, un gestionnaire de fonds spéculatifs qu'elle avait rencontré par des amis de la famille. Le mariage a coûté plus que ce que j'avais gagné en 2 ans. On m'a demandé d'être demoiselle d'honneur, mais on m'a donné peu de voix au chapitre. À la réception, j'ai entendu tante Linda dire à quelqu'un, au moins, une des filles de Patricia a bien réussi. Elle ne savait pas que j'étais juste derrière elle. Le véritable point de rupture était survenu 6 mois avant la fête d'anniversaire de maman. Je travaillais sur un projet majeur, obtenant des fonds pour un développement immobilier qui fournirait des appartements à 50 familles. Nous avions passé 2 ans à naviguer dans la bureaucratie, à rencontrer des responsables municipaux, et à courtiser des investisseurs. Quand l'affaire a finalement été conclue, elle a fait les gros titres locaux. Le New York Times a même publié un petit article à ce sujet. J'ai appelé maman, excité de partager la nouvelle. Peut-être que ce serait enfin quelque chose d'assez impressionnant pour mériter son approbation. « C'est merveilleux, ma chérie », avait-elle dit, d'un ton distrait. « Écoute, je ne peux pas parler longtemps. Vanessa vient avec les enfants, et je prépare le dîner, mais bravo à toi. » Très bien. La conversation a duré 90 secondes. Elle n'a jamais demandé de détails, n'a jamais demandé le lien vers l'article, et n'en a jamais reparlé. 2 semaines plus tard, Vanessa a publié sur Facebook une photo d'elle en train de faire du bénévolat pour la vente de gâteaux de l'école de ses enfants. Maman a commenté en quelques minutes, tellement fière de toi. Tu es une mère incroyable et une personne si généreuse. Nous t'avons bien élevé. J'ai fixé ce commentaire Facebook pendant probablement 20 minutes, regardant d'autres amis de la famille ajouter leurs éloges. Personne n'avait commenté l'article que j'avais partagé sur le projet de logement. Personne ne l'avait même aimé. C'est là que j'ai commencé à mettre à jour mon profil LinkedIn. C'est là que j'ai commencé à répondre aux recruteurs qui m'avaient contacté au fil des ans. C'est là que j'ai commencé à imaginer une vie loin des gens qui ne me verraient jamais clairement, peu importe ce que j'accomplissais. Le poste à Amsterdam m'a trouvé, en réalité.
Une chasseuse de tête nommée Jennifer a appelé au sujet de l'opportunité à la Coalition internationale pour le logement. Il cherchait quelqu'un avec une expérience de terrain, quelqu'un qui comprenait à la fois la politique et la mise en œuvre pratique, et quelqu'un prêt à prendre un risque sur un parcours professionnel non conventionnel. Le processus d'entretien a duré 3 mois, des appels vidéo avec divers membres de l'équipe, une présentation de ma vision pour la défense du logement international, et des vérifications de références qui se sont apparemment très bien passées. Quand ils m'ont fait l'offre, je me suis assise dans mon minuscule appartement de Brooklyn et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. Quelqu'un, quelque part, pensait que j'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Pas malgré mes choix, mais grâce à eux. Je ne l'ai pas dit à ma famille tout de suite. Je voulais garder ça pour moi, le protéger de leur éventuel dédain ou de leur critique. Marcus a été la première personne à qui je l'ai dit. Nous nous sommes retrouvés pour un verre dans un bar à cocktail de l'East Village, et j'ai glissé la lettre d'offre sur la table. Il l'a lue, ses yeux s'écarquillant. Bertha, c'est incroyable. C'est. Oh mon Dieu. Regarde ce salaire. Je sais que tu vas l'accepter, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que tu l'acceptes. Je l'accepte. Il a poussé un cri de joie si fort que les autres clients se sont retournés. Ma meilleure amie déménage à Amsterdam pour devenir une badass internationale. Je suis tellement fier de toi que je pourrais exploser. Ces mots, je suis tellement fier de toi, venant de quelqu'un qui le pensait vraiment, qui voyait mon accomplissement pour ce qu'il était, m'ont presque bouleversé. J'ai réalisé à quel point j'avais été affamé de reconnaissance sincère. Je dois le dire à ma famille, ai-je dit. Je n'arrête pas de repousser. Marcus connaissait toute la triste histoire. Tu ne leur dois rien, tu sais. Tu pourrais simplement partir. Envoyer une carte postale de l'aéroport. J'y avais pensé, mais quelque chose en moi avait besoin de le leur dire en face, de voir leur réaction quand ils réaliseraient que j'étais sérieuse dans ma volonté de construire une vie qui n'avait rien à voir avec leur approbation. La fête des 60 ans de maman semblait être l'occasion parfaite, assez publique pour qu'elle doive garder une certaine contenance, et assez significative pour que l'annonce ait du poids. J'ai planifié ce que j'allais dire, je l'ai répété avec Marcus, et je me suis préparé à diverses réactions. Ce à quoi je ne m'étais pas préparé, c'est qu'elle dise tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, tu n'auras pas un centime. Tu as toujours été une déception, devant tout le monde. Comme si ma valeur pouvait être mesurée en argent d'héritage. Comme si elle voulait des témoins de mon inadéquation. La rage qui m'a envahi à ce moment-là a été clarificatrice. Pas chaude et réactive, mais froide et cristalline. J'ai vu clairement que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant. Ni Princeton, ni le projet de logement, ni le fait de consacrer ma carrière à aider les gens. Elle avait décidé qui j'étais il y a des décennies, et aucune preuve du contraire ne la ferait changer d'avis. Alors, je lui ai annoncé la nouvelle sans fanfare ni excuse. Je n'ai pas demandé sa bénédiction ni attendu sa réponse. Je l'ai simplement informé, comme on informerait quelqu'un d'un changement d'horaire. Le trajet de retour de la fête semblait surréaliste. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment où son visage avait changé, où le masque était tombé, et où j'avais vu quelque chose comme de la panique en dessous. Elle s'était tellement habituée à ce que je sois la déception de proximité, la fille qu'elle pouvait critiquer et contrôler. L'idée que je sois un océan de distance, menant une vie sur laquelle elle ne pouvait ni commenter ni dénigrer, la terrifiait clairement d'une manière que je n'avais pas anticipée. Bien, ai-je pensé. Qu'elle ressente une fraction de ce que j'ai ressenti pendant 28 ans. Papa a appelé le lendemain matin. J'emballais des livres, décidant quoi expédier et quoi donner, quand mon téléphone a sonné. Ta mère est hors d'elle, a-t-il dit sans préambule. Bonjour à toi aussi, papa. Il a soupiré. Bertha, c'est sérieux. Elle a à peine dormi. Elle parle de ton déménagement à Amsterdam comme si tu rejoignais une secte ou que tu t'enfuyais pour rejoindre le cirque. Je prends un poste prestigieux dans une organisation internationale réputée. En quoi est-ce comparable à rejoindre une secte? Tu sais ce que je veux dire. C'est si loin. Et tu n'en as pas discuté avec nous d'abord. Pourquoi l'aurais-je fait? J'ai 28 ans. Je n'ai pas besoin de permission pour prendre des décisions de carrière. Bien sûr que non. Mais nous sommes tes parents. Nous devrions avoir notre mot à dire. J'ai posé le livre que je tenais. Papa, quand as-tu déjà eu un avis sur ma vie qui était réellement encourageant?
Cite-moi une seule fois où tu as encouragé une de mes décisions. Silence. C'est ce que je pensais. Vous avez passé toute ma vie soit à ignorer mes choix, soit à les saper subtilement. Alors, non, je n'ai pas demandé votre avis. Je n'en ai pas besoin. Et franchement, je n'en veux pas, c'est injuste. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Quand j'ai choisi Princeton, maman s'est plainte du coup. Quand j'ai choisi le travail associatif, vous avez tous les deux clairement fait comprendre que vous pensiez que je gaspillais mon éducation. Quand j'ai déménagé à Brooklyn, vous avez agi comme si j'avais déménagé dans une zone de guerre. À quel moment l'un de vous a-t-il réellement soutenu quelque chose que je voulais? Nous te soutenons, a-t-il dit faiblement. Non, vous soutenez la version de moi que vous aimeriez voir exister, celle qui a fait des études de droit, a épousé quelqu'un du country club, vit dans le Connecticut, et vous donne des petits-enfants à exhiber. Vous n'avez jamais soutenu la vraie moi. Un autre long silence, puis, est-ce vraiment ce que tu veux? Amsterdam? Oui. Plus que tout ce que j'ai voulu depuis longtemps. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Je suppose que non. Il a raccroché le premier. Je n'étais pas surprise. Papa avait toujours évité les conflits, heureux de laisser maman gérer la dynamique émotionnelle de notre famille, pendant qu'il se cachait derrière le travail et le golf. Sa passivité avait permis la cruauté de ma mère, aussi sûrement que s'il y avait participé directement. Les 2 dernières semaines à New York sont passées à toute vitesse. J'ai eu des entretiens de départ au travail, des dîners d'adieu avec des amis, et 1 millier de tâches administratives. Rita m'a prise à part le dernier jour. Tu vas faire des choses extraordinaires là-bas, m'a-t-elle dit. Mais promets-moi quelque chose. Quoi? Ne perds pas cette flamme. Ne les laisse pas te rendre diplomate et prudente. Le monde a besoin de gens qui s'en soucient, et tu t'en soucies plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je les serrai fort dans mes bras. Merci pour tout, de m'avoir vu. Ma chérie, tu es facile à voir. Certaines personnes choisissent simplement de regarder ailleurs. Madame Chen, ma propriétaire, m'a invité à prendre le thé la veille de mon vol. Son appartement sentait le jasmin et le gingembre. Elle a versé le thé d'une théière en céramique délicate, et m'a étudié avec des yeux vifs et bienveillants. Ce déménagement est bon pour toi. Elle l'a dit, ce n'était pas une question. Oui. Ta famille. Il ne t'apprécie pas, je n'aurais pas dû être surprise qu'elle l'ait remarqué. Madame Chen remarquait tout. Pas particulièrement, non. Elle a hoché la tête sagement. J'ai quitté la Chine quand j'avais 25 ans. Mes parents étaient très en colère, ils disaient que j'abandonnais la famille, que je les déshonorais. Je suis venu à New York avec 2 valises et la peur au cœur, mais aussi de l'espoir. Tu as de l'espoir? Oui, ai-je dit. J'en ai. Alors tout ira bien. Mieux que bien. Parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés. Tu comprends? Je comprenais. Marcus, Rita, Madame Chen, mes collègues de Community First, ils étaient plus une famille pour moi que les gens qui partageaient mon ADN ne l'avaient jamais été. Le vol pour Amsterdam a été comme le franchissement d'un seuil. Alors que New York disparaissait sous moi, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, des années à essayer, à échouer, et à essayer encore, des années à me mesurer à des standards impossibles, des années à ravaler la douleur et la déception. Tout cela a commencé à s'estomper, quelque part au-dessus de l'Atlantique. J'allais vers quelque chose, je ne fuyais pas seulement quelque chose. Cette distinction était importante. Le problème, quand on est la déception, c'est que tout le monde s'attend à ce que vous échouiez. Ils s'attendent à ce que vous reveniez en rampant, en vous excusant de votre audace à rêver plus grand que la boîte qu'ils ont construite pour vous. Ils s'attendent à ce que votre vie s'effondre sans leur validation. Ils ne s'attendent jamais à ce que vous vous épanouissiez. Amsterdam était tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Le poste était exigeant mais gratifiant. Mes collègues me traitaient avec respect, appréciaient mes contributions, et reconnaissaient mon expertise. En 2 mois, j'avais dirigé un projet qui a permis de loger 300 familles dans 4 villes. Le directeur néerlandais, Willem, m'a prise à part après une présentation et m'a dit que j'étais exactement le genre de penseur innovant qu'il recherchait. Le travail lui-même était différent de ce que j'avais fait à New York. Nous opérions à plus grande échelle, coordonnant entre les gouvernements, les ONG, et les investisseurs privés de plusieurs pays. Ma première mission majeure m'a amené à Prague,
où un développement controversé menaçait de déplacer des centaines de résidents à faible revenu. J'y ai passé 3 semaines, rencontrant des responsables municipaux, organisant des forums communautaires, et finalement, aidant à négocier un compromis qui préservait des logements abordables tout en permettant au projet de se poursuivre. À mon retour à Amsterdam, Willem a qualifié cela de exactement le genre de solution diplomatique dont nous avons besoin. J'ai loué une maison étroite au bord d'un canal, avec de grandes fenêtres donnant sur l'eau. La maison datait des années 1600, et les planchers étaient inclinés à des angles étranges, auxquels il a fallu des semaines pour s'habituer. Ma voisine du dessus, Saskia, était une chanteuse de jazz qui répétait à des heures indues, mais qui m'apportait des stroopwafels faits maison en guise d'excuse. La vieille dame de l'autre côté du canal, Mevrouw, me saluait de la main chaque matin depuis sa fenêtre. En un mois, je connaissais plus de voisins que je n'en avais connus en 3 ans à Brooklyn. J'ai acheté un vélo et je l'utilisais partout, même sous la pluie. Il y avait quelque chose de libérateur à pédaler à travers la ville à l'aube, à la regarder s'éveiller, la lumière matinale sur les canaux, l'odeur du pain frais des boulangeries, les salutations désinvoltes des autres cyclistes. Tout cela ressemblait à une vie que j'avais vue dans les films, mais que je n'avais jamais imaginé vivre moi-même. J'ai appris à parler néerlandais, mal mais avec enthousiasme. Mes collègues trouvaient mes tentatives de prononciation hilarantes, mais ils appréciaient l'effort. Je m'entraînais avec une femme qui tenait la fromagerie près de chez moi, bredouillant des conversations sur les variétés de Gouda pendant qu'elle corrigeait gentiment ma grammaire. L'apprentissage de la langue m'a rendu humble d'une manière inattendue, me rappelant que le fait d'être débutante ne diminuait pas ma valeur. Je me suis lié d'amitié avec mes voisins, qui m'ont invité à des dîners, des vernissages, et des brunchs paresseux le dimanche. Saskia m'a présenté à son cercle d'artistes et de musiciens. Ils débattaient de philosophie et de politique tard dans la nuit, passant du néerlandais à l'anglais pour que je puisse suivre. Personne ne m'a demandé mon salaire ou ce que faisaient mes parents. Ils se souciaient des idées, de l'art, et de rendre le monde un peu moins terrible. Je me sentais vu d'une manière que j'avais oublié être possible. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux, mais c'était agréable de prendre un café avec des gens qui me trouvaient intéressante plutôt qu'insuffisante. Un graphiste nommé Lars m'a emmené voir une pièce de théâtre expérimentale qui n'avait aucun sens, mais qui était visuellement époustouflante. Une avocate en environnement nommée Sophie et moi avons eu 3 rendez-vous avant de convenir mutuellement que nous étions meilleurs en tant qu'amis. Le rejet ne piquait pas comme il l'aurait fait chez moi. Ici, je n'auditionnais pas pour le rôle de fille acceptable à chaque interaction. 6 mois après mon départ, tante Linda m'a trouvé sur Facebook. Son message était bref: ta mère est tombée et s'est cassé la hanche. Elle a demandé après toi. Elle est à l'hôpital de Greenwich. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi, la petite fille qui avait passé sa vie à chercher l'approbation de sa mère, voulait réserver le prochain vol pour la maison. Le reste de moi se souvenait d'être debout dans cette salle de bal, se souvenait de chaque remarque blessante, de chaque comparaison avec Vanessa, de chaque façon dont on m'avait fait me sentir petite. J'ai envoyé des fleurs à la place, des fleurs chères. La carte disait, te souhaitant un prompt rétablissement. Bertha. Maman a appelé de l'hôpital. Cette fois, j'ai répondu. Tu as envoyé des fleurs, a-t-elle dit. Sa voix semblait frêle, plus âgée. Oui. Mais tu ne rentres pas, non, je ne rentre pas, le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais entendre les bruits de l'hôpital en arrière-plan, des moniteurs qui bipent, des conversations lointaines, un chariot de médicaments qui roule. Je ne te comprends pas, a-t-elle finalement dit. Je suis ta mère. Je suis à l'hôpital. Je sais. Je suis désolé que tu sois blessé. J'espère sincèrement que tu te rétabliras complètement. Mais je ne viendrai pas, maman. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. J'ai un travail qui m'épanouit. J'ai des amis qui célèbrent mes succès au lieu de les minimiser. J'ai une vie que j'ai construite selon mes propres termes. Revenir compromettrait cette paix. Alors, tu vas simplement m'abandonner? J'ai fermé les yeux. Tu m'as dit que j'étais une déception à ta fête d'anniversaire, devant tous tes amis. Tu as dit que je n'aurais pas un centime de ton argent, comme si c'était ce qui comptait pour moi. Tu as passé toute ma vie à me faire comprendre que je n'étais pas à la hauteur, et maintenant tu veux que je laisse tout tomber parce que tu as besoin de moi. Je suis ta mère, a-t-elle répété, comme si cela expliquait tout. Tu le es. Mais être mère, c'est plus que de la biologie.
C'est être présente. C'est soutenir les rêves de ses enfants, même quand ils ne correspondent pas aux siens. C'est les aimer inconditionnellement, pas seulement quand ils vous mettent en valeur. Elle eut un hoquet. Un instant, j'ai cru qu'elle allait s'excuser, qu'elle allait enfin voir ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, tu es cruel. Non, je suis honnête. Il y a une différence. Vanessa est là. Elle peut t'aider. Elle a toujours été la fille que tu voulais de toute façon. Vanessa est. Maman s'interrompit. Elle traverse une période difficile. Elle et Robert se séparent. Je n'étais pas surprise. Je suis désolé de l'apprendre. Elle aurait besoin de sa sœur en ce moment. Alors elle devrait m'appeler elle-même, bien que je soupçonne qu'elle ne le fera pas. Vanessa ne sait pas avoir besoin des gens sans leur en vouloir. Je me demande de qui elle tient ça. Tu es devenue très dure, Bertha. Je suis devenue très honnête, encore une fois. Il y a une différence. J'ai fait une pause. Je dois y aller. J'ai une réunion dans 20 minutes. Prends soin de toi, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère, d'une certaine manière. La conclusion ne ressemble pas toujours au pardon. Parfois, elle ressemble à des limites. Vanessa a fini par appeler, 3 semaines plus tard. Il était 2 heures du matin chez moi. J'étais à moitié endormi quand j'ai répondu. Maman est rentrée de rééducation, a-t-elle dit sans préambule. Elle a besoin de soins 24 heures sur 24 pendant encore un mois. Je ne peux pas le faire seul. J'ai les enfants, et Robert est un cauchemar pour la garde. Je me suis assise et j'ai allumé la lumière. De quoi as-tu besoin de moi, Vanessa? J'ai besoin que tu rentres, ou que tu envoies de l'argent pour une infirmière, ou quelque chose. Engage une aide à domicile. Maman a une excellente assurance et plein d'économies. Elle ne laissera pas d'étrangers entrer dans la maison. Alors elle devra revoir ses attentes. Ma voix était plus douce que je ne l'avais prévu. Écoute, je suis désolé pour Robert, vraiment. Mais je ne peux pas être ta solution à ce problème. Je ne peux pas être la solution de maman non plus. Nous sommes une famille. Sa voix se brisa. C'est censé signifier quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie que je veux que vous alliez bien toutes les deux. Ça signifie que j'espère que vous vous remettrez de ce que vous traversez. Mais ça ne signifie plus que je me mets le feu pour vous tenir au chaud. Je ne comprends pas comment tu peux être si froide. Je ne suis pas froide. Je survis. As-tu la moindre idée de ce que c'était de grandir en étant la fille inférieure? Chaque réussite que j'avais était accueillie par un « c'est bien, ma chérie », pendant que tes accomplissements médiocres étaient célébrés comme si tu avais gagné un prix Nobel. Chaque erreur que je faisais était la preuve de mon inadéquation, tandis que tes échecs n'étaient que des revers temporaires. J'ai passé 28 ans à essayer d'être assez bien pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne l'étais pas. Vanessa est restée silencieuse un long moment. Je veux dire, je savais que maman était plus dure avec toi, mais je ne pensais pas. Tu ne pensais pas parce que ça t'arrangeait de ne pas y penser. C'est plus facile d'accepter d'être la favorite que de se demander pourquoi il doit y avoir une favorite. Que veux-tu que je dise? Rien. Je n'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu comprennes que je ne reviendrai pas pour arranger les choses. Débrouille-toi avec maman. Fixe des limites. Engage de l'aide. Fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi en dehors de ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. Les mois se sont transformés en une année. J'ai eu une promotion. Mon projet s'est étendu à 6 autres pays. Je suis tombée amoureuse d'un architecte belge nommé Thomas, qui me faisait rire et ne m'a jamais fait sentir que je devais mériter son affection. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement plus grand près de Vondelpark. Mon téléphone a cessé de sonner aussi fréquemment. Maman a envoyé une carte d'anniversaire. Elle était en retard, mais elle est arrivée. Le message à l'intérieur était bref, « Joyeux anniversaire, Bertha. J'espère que tu vas bien. » Pas de signature, juste ses initiales. Je l'ai glissé dans un tiroir et je n'y ai pas trop réfléchi. Tante Linda me tenait au courant sans que je le demande. Maman se remettait bien. Elle avait engagé une merveilleuse aide à domicile nommée Carmen, qui était restée comme dame de compagnie. Le divorce de Vanessa était finalisé. Elle avait commencé une thérapie.
Les enfants s'adaptaient. La vie, apparemment, continuait sans moi, tout comme la mienne avait continué sans eux. Je mentirais si je disais que ça ne faisait pas mal parfois. Il y avait des moments, en obtenant une promotion, en tombant amoureuse, en publiant un article dans une revue internationale, où j'aurais aimé avoir une mère qui serait fière. Mais j'avais appris à vivre avec ce deuil sans le laisser me consumer. J'avais appris la différence entre aspirer à ce qui aurait dû être, et accepter ce qui était. 2 ans après mon départ, j'étais à Copenhague pour une conférence quand j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était « de Patricia Andry ». Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de suppression. Puis, la curiosité l'a emporté. Chère Bertha, Carmen m'a aidé à créer cet email. Je ne suis pas très doué avec les ordinateurs, comme tu le sais. Je voulais t'écrire parce que ma thérapeute a suggéré que cela pourrait être utile. Oui, je suis en thérapie. Vanessa a insisté après qu'elle ait commencé, et je suppose qu'elle a eu raison d'insister. Je fais quelque chose appelé « travail sur la famille d'origine ». C'est inconfortable. Nous avons discuté de ma propre mère et de la façon dont j'ai été élevé. Ma thérapeute m'a demandé de réfléchir aux messages que j'ai reçus dans mon enfance et comment ils auraient pu affecter la mère que je suis devenue. Ce n'est pas une excuse, mais peut-être une explication. Ma mère était froide et exigeante. Rien de ce que je faisais n'était jamais tout à fait bien. J'avais juré que je ne serais pas comme elle. Et puis, j'ai passé ton enfance à faire exactement ce qu'elle m'avait fait. Pire, je l'ai fait en me disant que je te préparais à un monde dur, que je t'endurcissais, en refusant de te dorloter comme le font les parents modernes. La vérité, c'est que j'étais terrifié. Tu as toujours été si sensible, si sincère, si déterminé à sauver tout le monde. J'avais peur que le monde ne te dévore. Je pensais que si je pouvais juste te rendre plus dure, plus forte, plus comme Vanessa, tu serais en sécurité. Au lieu de cela, j'ai brisé quelque chose entre nous que je ne suis pas sûr de pouvoir réparer. Je ne demande pas le pardon. Je ne te demande pas de rentrer à la maison ou de reprendre une relation que tu ne veux clairement pas. Je te demande juste de savoir que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. Je vois comment je t'ai fait te sentir. Et je suis désolé. Tu n'as jamais été la déception, Bertha. C'est moi qui l'étais. Si tu veux répondre, tu peux. Si tu ne le fais pas, je comprendrai. Maman, j'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener le long du port. L'eau était grise et agitée, assortie à mon humeur. Thomas m'y a trouvé 1 heure plus tard. Mauvaise nouvelle ? A-t-il demandé, en enroulant son manteau autour de mes épaules. Pas vraiment. Non, juste une nouvelle inattendue. Je lui ai parlé de l'email. Il a écouté sans interrompre, comme il le faisait toujours. Que vas-tu faire ? A-t-il finalement demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'ignorer. Une partie de moi veut croire qu'elle est sincère. Une partie de moi ne fait confiance à rien de tout cela. Tous ces sentiments peuvent être vrais en même temps. Je me suis appuyé contre lui. Comment es-tu devenu si sage ? La thérapie, a-t-il dit en souriant, et une mère très patiente qui m'a appris que les gens sont compliqués. Je n'ai pas répondu à l'email immédiatement. J'y ai réfléchi pendant des semaines, laissant les choses décanter. J'en ai parlé lors de mes propres séances de thérapie, examinant mes sentiments sous tous les angles. Finalement, j'ai répondu « Maman, merci pour ton email. J'apprécie ton honnêteté et tes excuses. Je ne peux pas te dire que cela arrange tout, car ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de blessures qui se sont accumulées au fil des années, et un email, aussi sincère soit-il, ne peut pas effacer cela. Mais j'apprécie que tu essaies de comprendre. J'apprécie que tu fasses le travail nécessaire pour voir les choses différemment. Cela demande du courage. Je ne suis pas prête pour des appels téléphoniques ou des visites. Peut-être qu'un jour je le serai. Pour l'instant, j'ai besoin de protéger la paix que j'ai construite, mais je suis ouverte à des emails occasionnels comme celui-ci. Des petits pas. J'espère que tu vas bien. J'espère que la thérapie continue de t'aider. J'espère que toi et Carmen vous entendez bien. Je suis heureuse ici. Sincèrement, profondément heureuse. J'espère que le savoir t'apporte un peu de paix aussi. Bertha, nous avons échangé des emails sporadiquement après ça. Jamais sur des sujets profonds. Elle me parlait de son jardin.
Je mentionnais un projet sur lequel je travaillais. Elle a envoyé des photos de la maison après quelques rénovations. J'ai envoyé des photos d'Amsterdam au printemps. Les messages étaient agréables, superficiels, sans danger. 3 ans après mon départ, tante Linda est décédée subitement. Crise cardiaque. Rapide et inattendue. J'ai pris l'avion pour les funérailles. C'était la première fois que je retournais dans le Connecticut depuis cette fête d'anniversaire. Maman avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, bien qu'elle les porte toujours de la même manière. Elle s'appuyait sur une canne quand je me suis approché d'elle après la cérémonie. « Bertha » a-t-elle dit doucement. « Tu es venue. » Tante Linda était bonne avec moi. Nous sommes restés dans un silence gêné un instant. Vanessa rôdait à proximité, nous observant avec lassitude. « Tu as l'air bien » a finalement dit maman. « Heureuse. »« Je le suis. »« J'en suis contente. » Elle semblait sincère. « Tu restes longtemps ? » ?»« Juste jusqu'à demain. »« Je dois rentrer. » Elle a hoché la tête, acceptant. « Voudrais-tu venir à la maison, juste pour un café ? » Sans aucune attente. J'ai hésité, puis j'ai accepté. La maison semblait la même, mais l'atmosphère était différente. Carmen m'a accueilli chaleureusement, mentionnant qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi. Nous nous sommes assises dans la véranda, l'endroit préféré de maman, buvant du café dans la belle porcelaine. « Parle-moi d'Amsterdam » a dit maman. « Vraiment, parle-moi. Pas seulement des choses superficielles que tu mets dans les emails. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon travail, des familles que nous aidions, des changements systémiques que nous mettions en œuvre. Je lui ai parlé de Thomas, de notre appartement, de l'apprentissage de la cuisine indonésienne avec notre voisin du dessus. Je lui ai parlé du sentiment d'être chez moi dans un endroit qui ne ressemblait en rien à la maison où j'avais grandi. Elle a écouté sans interrompre, sans comparer, sans minimiser. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire » a-t-elle finalement dit. « Tu as brisé le cycle. Tu as refusé d'accepter une vie qui te rendait misérable. Tu t'es choisi. » Elle a fait une pause. « Je suis fier de toi, Bertha. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi. » Les mots que j'avais attendu toute mon enfance d'entendre. Ils auraient dû être triomphants. Au lieu de cela, ils étaient juste tristes. Tristes pour toutes les années que nous avions perdues. Tristes pour la relation que nous n'aurions jamais. Triste pour la petite fille que j'avais été, qui avait si désespérément besoin d'entendre ces mots. « Merci » ai-je dit simplement. Nous avons fini notre café. J'ai dit au revoir. J'ai promis de continuer à envoyer des emails. J'ai repris l'avion pour Amsterdam le lendemain. Thomas est venu me chercher à Schiphol. Comment c'était ? Doux amer, ai-je dit. Mais ça allait. C'était bien. C'est ça, la guérison. Ça ne ressemble pas à des réconciliations spectaculaires ou à un pardon grandiose. Parfois, ça ressemble juste à bien. Et parfois, bien, c'est suffisant. Je vis toujours à Amsterdam. Ma carrière continue de s'épanouir. Thomas et moi nous sommes mariés au printemps dernier, lors d'une petite cérémonie au bord des canaux. Maman a envoyé des fleurs, magnifiques. La carte disait « Vous souhaitant tout le bonheur du monde ». Je le pense. Avec amour, maman. Nous nous envoyons des emails une fois par mois maintenant, parfois plus. La relation que nous avons n'est pas celle que je voulais enfant, mais c'est celle dont nous sommes capables en tant qu'adultes. Il y a une paix dans cette acceptation. J'ai appris quelque chose d'important dans les années qui ont suivi mon départ. On n'a pas à se mettre le feu pour tenir les autres au chaud. On n'a pas à accepter moins que ce que l'on mérite, parce que quelqu'un vous a convaincu que c'est tout ce que vous valez. On n'a pas à rester dans des relations, même familiales, qui vous diminuent. La meilleure vengeance n'est pas la rancune. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de les faire regretter. La meilleure vengeance, c'est de construire une vie si pleine, si riche, si authentiquement vôtre, que leur opinion sur vous devient sans importance. Je ne suis pas une déception. Je ne l'ai jamais été. Je suis exactement celle que j'étais censée être, quelqu'un qui s'est choisi quand se choisir semblait impossible, quelqu'un qui est parti quand partir ressemblait à une trahison, quelqu'un qui a refusé de se rétrécir pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour son épanouissement.
Et de l'autre côté de l'océan, dans une ville pleine de canaux, de vélos et de tulipes qui fleurissent chaque